Contrairement à ce que raconte la légende noire du Moyen-Âge, réclamer l'Inquisition était, le plus souvent, le seul moyen de s'assurer d'un procès qui ne soit pas joué d'avance. À l'époque de sa création, les procès populaires étaient courants. Ainsi des gens faisaient-ils parfois accuser et juger par la plèbe toute personne un brin marginal dont la tête ne leur revenait pas. La colère des gens pouvait s'exprimer alors de diverses façons, dont l'issue était parfois des plus barbares. Et si demain, les pays occidentaux n'étaient plus en mesure de faire respecter la loi, ni d'appliquer la justice? Et si dans un avenir pas si lointain, les citoyens remettaient au goût du jour les procès populaires, afin de se faire collectivement justice eux-mêmes? Jusqu'où cela irait-il? L'être humain renouerait-il avec le barbarisme? Bienvenue dans Un jour si spécial. Bonne écoute. Dans une salle de conférence, la foule s'amasse pour écouter l'intervention finale du dernier des procès populaires du pays. Celui qui s'apprête alors à prendre la parole entre dans l'immense pièce. Les gens s'écartent sur son passage, lui montrant, les uns après les autres, des marques de sympathie et d'encouragement. L'homme arrive alors vers la scène pour y rejoindre 4 autres personnes, 3 hommes et une femme. Il s'agit des juges qui ont été tirés au sort pour ce procès, le dernier d'une longue série qui a commencé voilà maintenant 9 mois. 9 mois. C'est le temps qui s'est écoulé depuis qu'une impulsion électromagnétique a ravagé la société. Si l'armée trouva bien quelques anciens équipements encore fonctionnels qu'elle réquisitionna, cela ne suffit pas à remettre le monde en marche. Gouvernement, hôpitaux, monde professionnel, enseignement, grande distribution, tout s'était figé. Les citoyens avaient alors vu là une opportunité pour reprendre les droits qu'on leur avait retirés. En effet, après que la Troisième Guerre mondiale ait éclaté, voilà une quinzaine d'années, une ambiance de terreur régnait sur les populations. Oh, cette guerre n'avait rien à voir avec 39-45, période durant laquelle les citoyens étaient forcés d'aller au front. Il s'agissait plutôt d'une multitude de conflits militaires en différents endroits du globe. En réalité, ces conflits servirent surtout de prétexte au gouvernement pour libérer l'inflation qu'il peinait à contenir depuis plusieurs décennies. Très rapidement, ceux qu'on appelait les sans-dents devinrent de plus en plus pauvres, et la vie devint, pour tous, de plus en plus dure. Cet effondrement fut la goutte d'eau qui cristallisa tous les maux dont on les avait affligés depuis tant d'années. Et la population avait besoin d'un coupable. Ils ne furent pas bien durs à désigner. Pour beaucoup, il s'agissait des élus du parti de la majorité. Les journalistes furent également mis dans le même sac. Nombre d'entre eux furent faits prisonniers et partagèrent les geôles dans lesquelles séjournaient les élus destitués qu'ils avaient soutenus si longtemps. Leur tort, avoir nié pendant trop longtemps les problèmes du pays, en se contentant de répéter les communiqués de presse gouvernementaux. Mais revenons à présent à notre intervenant. Il s'agit d'Antoine Justeco. La quarantaine, maître de conférence, à l'époque où cela avait encore du sens, il a été désigné par les juges pour représenter l'accusation, c'est-à-dire les citoyens. Et qui dit procès, bien que cousu de fil blanc, nous sommes d'accord, dit accusé. Ce dernier n'attend rien, car il sait déjà comment tout ça va se terminer pour lui. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui. Après 2 jours de discussion et d'énonciation de tout ce qui lui est reproché, l'ersatz d'avocat représentant l'accusation s'apprête à faire sa plaidoirie finale. L'un des juges prend alors la parole en se levant. « Très chers concitoyens, nous voilà au terme de ce procès qui marque la fin de la vengeance du peuple. Quelle qu'en soit l'issue, même si elle ne laisse que peu de place au doute, gardez bien en mémoire que cela ne nous ramènera pas ce que nous avons perdu.
Je vous en prie, monsieur Justeco, fait un second juge. La parole est à présent à vous. Merci, juge Morel, lui répond Justeco. Antoine Justeco boit une gorgée d'un verre d'une eau trouble pour s'éclaircir la voix, puis s'avance sur la scène pour s'adresser tant au juge qu'à l'assemblée. L'accusé, quant à lui, est situé au premier rang, entouré d'une escorte de sécurité, et reste de marbre, sans baisser le regard. Antoine Justeco entame alors sa plaidoirie finale. Madame, messieurs les juges, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de l'Assemblée, je ne redirai pas ce qui a été déjà exposé ces 2 derniers jours. Nous avons entendu ensemble les détails des nombreuses affaires, certaines d'ailleurs d'un sordide rare. Mais si nous devons juger cet homme, ce doit aussi être de façon globale. Quel est ce mal qu'il nous a fait collectivement ? Il convient donc de dresser un bilan d'ensemble des 20 ans qui viennent de s'écouler. Même s'il n'était pas au pouvoir ces 15 dernières années, personne ne niera ici que ses actions ont marqué un point de non-retour. « Ouais, enculé !» clame quelqu'un dans l'assemblée. « Silence, je vous prie !» dit le juge Morel. « Continuez, Antoine. » Justeco reprend. Avant le cataclysme, la situation économique était telle que cela faisait des années que vous étiez dans l'attente d'un bouleversement qui n'arrivait pas. Des années qu'une partie d'entre vous était tenue en haleine par le moindre fait divers. Certains espéraient à chaque fois que ce serait l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres, provoquant alors l'explosion libératrice, aussi douloureuse que salvatrice. Mais il n'en fut rien. La tension sociale était organisée et très bien tempérée par les huiles. Cet homme, assis devant nous, en a été l'un des principaux architectes. Les hautes instances parvenaient à parfaitement ménager la chèvre et le chou. Une fois de temps en temps, elles vous laissaient vomir votre colère sur le pavé, vous laissant ainsi avec l'illusion d'avoir accompli quelque chose. Un œil de perdu par-ci, une main arrachée par-là, et la vie reprenait son cours. Avec toujours plus de taxes, bien évidemment, au prétexte que les dégradations commises pendant les manifestations avaient coûté un pognon de dingue. Bref, la population était en colère, mais la paix sociale était malgré tout maintenue grâce à des mesures opportunistes. Et si la répression et la division étaient des bâtons, de temps en temps il fallait bien agiter une carotte. Un chèque à la consommation par-ci, 30 centimes sur le gasoil par-là, et tout était sous contrôle. Par la suite, sous couvert de la Troisième Guerre mondiale, d'une inflation record, des nombreuses pénuries alimentaires et d'une criminalité grandissante, le gouvernement s'était alors dit que c'était l'occasion d'affiner son arsenal de contrôle des citoyens. Vous vous en souvenez tous, je parle bien entendu de la disparition de l'argent liquide. L'argent devenant purement numérique, chaque transaction pouvait être tracée et plus rien ne pouvait être caché. Impossible de faire du black, impossible de frauder pour survivre, ou encore de vendre son petit meuble d'occasion sur Internet sans devoir payer des impôts sur la vente. Impossible aussi de donner aux plus démunis. Bref, impossible de faire quoi que ce soit. Tout était automatisé et tracé grâce aux crypto-euros. Une augmentation d'un des prélèvements de l'État ? Vous n'aviez pas votre mot à dire. Tout se faisait tout seul, de la façon la plus fluide et la plus automatisée qui soit. Mais les gouvernements n'étaient pas fous. Ils avaient parfaitement conscience que la disparition de l'argent liquide entraînerait de nombreuses manifestations. Et c'est ce qui se passa. Mais en maître de la politique, ceux-ci savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les manifestations eurent donc lieu, et une crise comparable à celle des Gilets jaunes s'empara de l'Europe tout entière. Après avoir laissé les gens déverser leur colère dans la rue, pour leur faire accepter l'ouverture d'une fenêtre d'Overton, l'Union européenne arriva en sauveuse et proposa la conciliation. Les populations acceptaient la fin de l'argent liquide et, en contrepartie, les gouvernements des différents pays seraient tenus de mettre en place un revenu de base. Ainsi,
Chacun pourrait-il bénéficier d'un revenu universel mensuel dès sa majorité, jusqu'à la fin de sa vie. Pour les gouvernements, cette opération était largement bénéficiaire. L'euro cryptographique permettait en effet d'absolument tout automatiser. Il n'y avait donc quasiment plus besoin de certaines administrations. Par ailleurs, le nombre d'aides que ça a remplacé représentait autant d'administrations qui elles aussi furent fermées. L'opération était donc une réussite pour le gouvernement qui, en échange d'un revenu fixe pour chaque citoyen, réalisa une économie considérable s'élevant à plusieurs milliards d'euros par an. D'un coup d'un seul, les manifestations ont commencé à être moins fréquentées. Après tout, de l'argent à rester dans son canapé, que demander de mieux? Les gens se sont dit « Bof, je n'aurai plus besoin de me battre après tout, puisque je vais recevoir un virement chaque mois. À quoi bon se plaindre ?» C'était leur accorder confiance bien trop vite, et une partie des députés l'avait vu. Mais fallait bien qu'on survive. Fait une voix dans l'assemblée. Ouais. Du calme, s'il vous plaît, du calme. Fait la femme faisant partie des juges en tapant de son maillet en bois. Juste Echo a raison de rappeler que s'il y a un responsable, nous ne sommes pas non plus exempts de tout reproche. Merci madame. Donc pour en revenir à ce texte de loi, de nombreux députés en avaient compris les conséquences. Toute personne s'opposant à ce projet de loi a pourtant été de facto considérée par les médias comme un égoïste et quelqu'un qui ne pensait pas aux gens dans le besoin. Ceux-ci avaient également peur que le revenu de base n'entraîne la société dans l'oisiveté. En réalité, ceux qui posaient le plus problème étaient ceux qui posaient déjà des problèmes avant et contre qui rien n'était fait. Toujours est-il que le texte fut voté. Disparition de l'argent liquide et revenu de base pour tous. Mais cela était sans compter le crédit social. Déjà en place depuis quelques années, le revenu de base y fut conditionné dans un second temps. Et si vous veniez à perdre des points, votre revenu de base s'en trouvait amoindri, tout comme il devenait plus difficile de trouver du travail ou, pour vos enfants, d'accéder aux études supérieures. Quant à ceux qui cumulaient des points, cela ne leur octroyait aucun crypto-euro supplémentaire, mais l'obligation de maintenir ce niveau pour ne pas perdre de points, avec les conséquences associées. Si bien que la plupart des gens s'enfermèrent dans une forme de médiocrité forcée. Et plutôt que de parler de clous du spectacle, je parlerai ici de clous de cercueil. Le revenu de base n'était pas indexé sur l'inflation, tandis qu'elle a pris, officiellement, 17% en 3 ans. Le revenu de base, lui, resta le même. C'est-à-dire que ce que vous achetiez avec 830 €, vous l'achetiez 3 ans plus tard, avec 1000 €. Le revenu de base, devenu indispensable pour que les gens ne soient pas dans le rouge dès le 10 du mois, fondait comme neige au soleil au fur et à mesure que l'inflation grimpait. Les gens avaient donc troqué un peu de liberté contre un peu de sécurité, et avaient perdu les deux. Leurs représentants, élus au Parlement, avaient cédé leur liberté. Et si avant on pouvait encore contester dans la rue, c'était désormais impossible à cause du crédit social. Si je vous parle aujourd'hui de toutes ces choses, c'est parce que l'accusé, ici présent, a préparé le terrain pour que tout ça soit possible dans notre pays, tout en nous appauvrissant terriblement. Par connivence, en faisant passer des lois insidieuses, en attisant le feu qui se transforma en guerre, en divisant les gens, en morcelant le pays. Il réalisa plus en quelques années que ses prédécesseurs en 20 ans. Si au contraire il avait réellement défendu les intérêts du peuple, vos intérêts, cette catastrophe, dont nous nous relevons avec peine, ne nous aurait pas laissés démunis, dans l'insécurité la plus totale, sans assistance médicale, et sans avoir de quoi nourrir nos enfants le soir. Toujours est-il que désormais, les gens sont libres. On dit que le processus de deuil, c'est ce qui permet d'aller de l'avant, de se reconstruire. Et c'est précisément ce que notre société doit faire, se reconstruire. Pour y parvenir, nous devons donc faire le deuil de ce qu'on nous a pris, le deuil des rêves qui nous ont été volés, et des vies détruites. Mais ce deuil ne peut pas se faire sans que les tranchées
dans lesquels nous coulerons les fondations de la société de demain, ne servent aussi de fosse commune à nos bourreaux. Merci. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Juste Écho quitta le devant de la scène. Plutôt qu'une plaidoirie, il avait choisi de d'abord parler aux gens. « Merci, monsieur Juste Écho », fit la vieille juge dont le visage était marqué par le passage du temps. « À présent, nous allons nous isoler pour délibérer. Nous rendrons notre verdict d'ici 1 heure. » 2 heures plus tard, les juges reviennent de leur délibération. « Ils arrivent !» peut-on entendre dans l'assemblée. Le juge Morel prend alors la parole. « Mes amis, nous avons délibéré. Qu'il soit bien retenu que nous avons décidé du verdict sans haine, mais d'abord dans le but que les générations futures se souviennent, qu'il s'agisse de futurs citoyens comme de nos futurs élus. Pour tous les chefs d'accusation évoqués au cours de ces 2 derniers jours, poursuivit le premier juge, et qu'il serait trop long de relire, à accuser, vous avez été déclaré coupable. » La vieille juge prend à son tour la parole, pendant que les derniers consignent leurs propos. « Monsieur l'ancien président de la République, par les pouvoirs que cette assemblée nous a octroyés, vous êtes donc condamné à mort. Votre exécution aura lieu dans 1 heure sur la place centrale. » Le peuple avait voulu du sang. Il avait obtenu du sang. Si ces procès étaient compréhensibles, il n'avait rien de juste en soi. Et tandis que le mouvement de purge avait fini par se tasser au bout de quelques mois, dans notre pays on avait gardé le meilleur pour la fin. Un ancien président, celui qui avait fait l'objet du plus de scandales, et qui avait découpé le pays en petits morceaux pour le vendre à ses copains. Les citoyens qui se chargeaient de ces procès avaient volontairement fait traîner les choses le concernant, en espérant qu'il exprime au moins des regrets. Mais cet homme, il ne regrette rien, et est resté stoïque face aux condamnations successives de ses anciens collaborateurs, auxquels on l'a pourtant forcé à assister. Alors, en ce jour si spécial, celui qui a été reconnu comme étant le plus coupable d'entre tous vient d'être condamné à mort. Il s'apprête à être fusillé par 4 citoyens tirés au sort parmi une liste de volontaires. Quand l'annonce du procès se répandit dans la capitale, près de 3 millions de personnes s'inscrivirent pour participer au tirage au sort. Je vous avais dit que tout était cousu de fil blanc. Tandis que l'ancien chef d'État est amené à l'endroit où il cessera bientôt de respirer, l'Assemblée eut après lui comme jamais. À côté de lui, un homme, habillé en civil, relit le verdict du procès donné par le tribunal populaire sur un ton solennel. Un procès monté de toutes pièces, comme ce fut le cas pour un roi du passé. Évidemment, l'Assemblée acclame l'exécution et perpétue cette sinistre tradition de reconstruire sa société dans le sang. Mais quelle est la leçon à tirer de tout ça? Eh bien, c'est que dans une crise, le peuple a besoin de désigner des coupables, même si la sentence est injuste et barbare. Mais surtout, qu'à moins d'avoir la capacité de voyager dans le temps, prendre ses décisions avec sagesse implique de considérer que rien n'est acquis et que, un jour ou l'autre, peut-être de la pire des façons, des comptes pourront vous être demandés. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, on n'oublie pas le petit pouce, l'abonnement, la petite cloche. Je suis également présent sur Instagram, il y a le lien dans la description.
D'ailleurs, pour reparler des réseaux sociaux très rapidement, la page Facebook a donc bien été kickée définitivement, tandis que je garde finalement le compte Twitter. Des fois que le compte Insta se ferait avoir parce que j'ai pas été assez politiquement correct, eh bien il y aura toujours le compte Twitter pour pouvoir garder le lien. Ceci étant dit, certains s'attendent peut-être à un commentaire, comme j'ai l'habitude de le faire sur de précédentes fictions audio. Comme évoqué précédemment, je ne parlerai pas du dernier épisode du Labyrinthe de Satan, parce que ça serait obligatoirement vous révéler des éléments d'intrigue qui vont vous spoiler la suite. Concernant la vengeance du fils, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une review dans une vidéo à part. Donc, faut cliquer par là, pour pouvoir vraiment en parler plus en détail et éviter de faire une vidéo à rallonge. Enfin, pour vous donner rapidement quelques nouvelles, bon, je me la suis un peu coulée douce pendant cet été, histoire de me reposer parce que j'en avais besoin. J'en ai d'ailleurs toujours besoin, ça se voit pas, mais là en fait je suis malade comme un chien, je tiens à la vitamine au médoc et au café. Digression mise à part, j'ai donc pris mon temps pour pouvoir sortir un jour si spécial, et je me suis vraiment amusé à écrire cette fiction audio. J'ai réitéré, certains l'auront noté, l'expérience du discours tel que je l'avais fait dans La Vengeance du Fils, et de tout ça, je vous en parlerai un peu plus en commentaire du Labyrinthe de Satan, en tout cas le prochain épisode, qui sortira au mois de septembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.